En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et avant de nous parler politique, vous souhaitiez dire un mot sur la réouverture de Notre-Dame. Oui, j'ouvre cette chronique de façon positive avec cet événement planétaire qui aura lieu samedi prochain et que beaucoup attendaient, en particulier le président de la République qui en a quand même profité pour faire son discours à l'intérieur de l'édifice. Chers compagnons et chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci d'être là aussi, monsieur le maire. C'est pour nous tous, je crois pouvoir le dire, une immense émotion de nous retrouver ici même, dans notre cathédrale, quelques jours avant le 7 et le 8 décembre, Monseigneur, et de le faire à l'endroit même où il y a 5 ans, la nef abritait un véritable champ de ruines. Alors bien sûr, ça reste une excellente nouvelle. Rénover toute une cathédrale en 5 ans après un incendie ravageur est une prouesse rare. Mais si on a pu y arriver dans les délais, c'est bien que quelques changements drastiques ont été appliqués. En moins de 6 mois, l'ouverture de Notre-Dame et les JO de Paris ont pu aboutir grâce à des lois de dérogation qui ont permis de contourner la bureaucratie et les lourdeurs administratives. En revanche, pour ce qui est de l'origine de l'incendie, toujours aucune nouvelle. Et souvenons-nous de ce qu'en disait l'ancien architecte de la cathédrale, Benjamin Mouton. Vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Ah non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion ? À quelle hypothèse elle vous amène ? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire ? Que moi je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale. Vous avez en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence ? En permanence, oui. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et cet événement se déroulera bien sûr dans un contexte de crise politique inédite. Oui, nous rentrons dans une incertitude totale, avec la chute brutale de ce gouvernement qui n'aura tenu que quelques mois, à tel point que des mesures extrêmes sont évoquées pour sortir de ce marasme, selon l'un des députés les plus respectés de l'Assemblée, Charles de Courson. Si on va au bout de votre logique, démission du président de la République, donc nouvelles élections présidentielles très vite, dans un délai prévu par la Constitution. Toujours pas de possibilité, de toute façon, de dissolution de l'Assemblée. Si, parce que le temps d'organiser les élections présidentielles, on sera déjà en juillet. Or, quel que soit le président, le prochain élu, il faut qu'il dissolve l'Assemblée nationale immédiatement pour essayer de demander aux Français qu'il donne une majorité au président élu. Voyez bien, et que le pays puisse être redressé. Monsieur Courson, pardonnez-moi, j'essaie de prendre 2 pas de recul, et je sais que vous le faites régulièrement dans l'exercice de vos fonctions à l'Assemblée. Nous sommes dans une situation de blocage quasi inédite. Je veux dire, là, nous en parlons. Les thèses que nous évoquons témoignent la gravité de ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est gravissime. C'est-à-dire que soit le président démissionne, soit il redissout en juillet pour qu'il y ait un nouveau blocage. On est dans une crise institutionnelle. Plus rien ne fonctionne.
Et bien sûr, cette crise politique s'articule avec une crise financière dont nous ne voyons que les prémices, selon ces 2 spécialistes en économie interrogés sur France 5. De toute façon, le pire est devant. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe aujourd'hui, compte tenu de la dégradation de l'environnement économique européen, puisque l'Allemagne est à l'arrêt, c'est quand même un partenaire essentiel pour nous, de toute façon, on rentre dans le dur, là. On va rentrer dans la hausse du chômage, ça y est, on est dans le dur. Alors, quand vous êtes avec un gouvernement qui a la capacité de réagir, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui a la capacité de mettre en place des plans d'aide ciblés, ça peut fonctionner. Quand vous avez à la fois un contexte qui est dévastateur et qu'il n'y a personne en face, et au contraire, en face, on vous donne de l'incertitude. L'économie française a été sous perfusion économique depuis la sortie du Covid. On a une accélération aujourd'hui aussi des plans sociaux de toutes les entreprises de toute taille parce qu'on enlève cette perfusion. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le quoi qu'il en coûte. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à rembourser les prêts garantis par l'État, ce qu'on a appelé les fameux PGE. Ce sont pour certaines des entreprises qui seraient tombées même si la France était en très forte croissance. Donc vous avez ce lot d'entreprises qui vont tomber, malheureusement, avec une accélération de certaines qui auraient pu s'en sortir si on avait été en croissance. Et là, ça touche toutes les tailles et tous les secteurs. Et il y a une accélération à cause de l'incertitude économique. Censure ou pas censure, c'est écrit. Ce scénario-là que vous êtes en train d'évoquer. Le mur des faillites, il est devant nous, ça c'est certain. Et cette crise qui va toucher très durement les classes moyennes et mettre à terre des milliers d'entreprises se déroule dans un contexte où nos anciens ministres, eux, s'enrichissent comme jamais. Et bien sûr sur le dos du contribuable, comme le dénonce notre chroniqueur Alexis Poulain. Ces talents pour la France coûtent plus de 2 millions d'euros aux contribuables chaque année. Voilà comment se ventile le budget. Des mecs, dont Bernard Cazeneuve, qui nous coûte le plus cher, hein. Vous savez, c'est le mec de gauche de droite. 201 387 € pour payer les dépenses personnelles de l'ancien Premier ministre et les déplacements automobiles. C'est celui qui coûte le plus cher. Il est resté Premier ministre 5 mois. Vous avez Édith Cresson, qui est restée Première ministre 9 mois, je crois. Qui coûte, là c'est en 2023, donc imaginez, cumulé année après année, une enveloppe de plus de 100 000 balles par an. Édith Cresson, on parle des années 90 quand même. On tape le million. Et là, elle, c'est 150 730. Bon, tu dis OK. Jean-Pierre Raffarin, l'ami du Parti communiste chinois, lui, il est à 167 000. Il aime beaucoup la bagnole. Voilà où passe l'argent de nos impôts. Alors, même si l'ensemble de ces privilèges ne pèse presque rien si on les compare à notre dette abyssale, cela n'empêche qu'il y a un sérieux problème d'exemplarité face à une population qui s'approvit de plus en plus, selon ce journaliste. L'aspect symbolique, il est absolument essentiel et je trouve qu'on est quand même très loin en termes, non pas d'exemplarité, mais ne serait-ce que de sobriété. Il faut un consentement pour imposer des efforts à la population et quand on a l'impression que certains échappent à l'effort collectif, ça crée un gros malaise démocratique. Et je pense que là, même si ça peut paraître un peu démagogique, ça charge contre les préfets, il y a quand même quelque chose derrière. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez l'exemple des anciens présidents, pourquoi les anciens présidents auraient absolument besoin de salariés payés par le contribuable ? Honnêtement, on peut vraiment se poser la question, quelle est cette justification-là ? Et en plus de l'enrichissement de nos ministres et anciens ministres, nous devons gérer un nombre colossal de fonctionnaires dans différents ministères et certaines mairies qui coûtent un pognon de dingue et qui pèsent de façon dramatique sur les finances publiques, comme le constate Louis Sarkozy. La dépense publique aux États-Unis, c'est 37% du PIB. On tire l'alarme. Musk, le département ici, on est à 57% et on a la moitié de notre échiquier politique qui nous dit que c'est pas un problème. Vous avez tout dit. Mais attendez, juste un fait. Je ne comprends pas que ce fait-là ne soit pas écrit sur toutes les banderoles de tous les bâtiments de Paris. Il y a 55 000 fonctionnaires à la mairie de Paris. Il y a 55 000 fonctionnaires à la mairie de Paris. C'est 2 corps d'armée napoléoniens. Mais vous savez ce que je vous fais avec 55 000 hommes, Darius Rochebin ? Mais 55 000, on n'est plus un pays sérieux. Anne Hidalgo ne veut envahir personne. C'est la deuxième bureaucratie mondiale, c'est le ministère de l'Éducation nationale, derrière l'armée populaire chinoise. 1 200 000 fonctionnaires. Et avec un système éducatif qui est plus bas que la moyenne. Enfin, c'est un scandale. Et il n'y a pas que sur le nombre colossal de fonctionnaires qu'on pourrait faire des économies. Pascal Praud nous liste d'autres dépenses que Jean-Yves Le Gallou aurait volontiers qualifiées de nuisibles. Quelles économies il y a dans son budget ?
Là, il y a précisément, il n'est pas revenu sur... Oui, mais c'est sur les retraites, ça. Quelle économie tu fais dans le budget de fonctionnement? Naturellement. Le coût de l'État. Tu donnes de l'argent à l'Algérie, tu donnes de l'argent à la Chine, tu donnes de l'argent à des pays dont tu n'as absolument rien à faire. Tu donnes de l'argent à ces autorités administratives indépendantes. Non, mais je ne défends pas le budget de Michel Barnier. À quoi servent en France des autorités administratives indépendantes? On est d'accord, c'est un mauvais budget. Et sur BFM, Marion Maréchal a alerté, elle aussi, sur le nombre très inquiétant d'entreprises qui pourraient bientôt couler et dénonce un mensonge d'État sur ce budget qui a fait chuter le gouvernement hier soir. Aujourd'hui, on est face à, personne n'en parle d'ailleurs, à une défaillance historique, un nombre de défaillances historiques de nos entreprises. C'est un carnage auprès des tribunaux de commerce, un carnage. Donc on peut faire comme si cela n'existait pas, on peut, pour faire des économies de bout de chandelle d'1 milliard sur les centaines de milliards de déficits que nous connaissons, aller chercher une fois de plus à taper sur le coût du travail, alors qu'on sait déjà la difficulté de nos entreprises à embaucher et les taux de chômage qui explosent. Moi je vais vous le dire, je pense que c'est l'inverse que nous aurions dû faire. Nous aurions dû même viser, au-delà de ne pas augmenter les impôts, à baisser les impôts. Parce que le problème c'est que en fait, tout ça est un vaste mensonge. Aujourd'hui, Michel Barnier annonce, alors il est plus prudent qu'il n'y était il y a quelques semaines, qu'il souhaiterait, il pense pouvoir réussir à réduire le déficit à 5% plutôt que 6% l'année prochaine. Autour de 5%. Voilà, sauf que, pardonnez-moi, mais les prévisions de croissance sur lesquelles sont basés ce budget sont mensongères, comme c'était le cas déjà sous Bruno Le Maire. Et après la censure de ce gouvernement, la question de la démission du président se pose légitimement. Mais pour cette journaliste, aucune chance que Macron abandonne l'Élysée. Mais Emmanuel Macron, alors franchement, si je suis bien certaine d'une chose, on pourra repasser ce passage dans un an s'il démissionne, mais c'est qu'il ne démissionnera jamais. Il avait expliqué les raisons d'une éventuelle démission, c'était dans Pif Gadget, c'était en mars dernier. Il avait répondu à un enfant qui lui demandait est-ce que vous pourriez démissionner un jour? Il avait expliqué qu'il faudrait une crise très très grave pour que effectivement le président lui-même démissionne. Et un de ses conseiller m'a très récemment expliqué que dans son esprit, cette crise très grave était une triple crise. Une crise politique, bon, ça on peut dire, pas de Premier ministre, retoqué, censuré régulièrement, bon. Une crise sociale, ça veut dire les gilets jaunes, ça veut dire la France à feu et sang. Et ça veut dire une crise financière également. Donc il faudrait qu'il y ait une espèce d'alignement des planètes de cette triple crise qui pourrait faire que Emmanuel Macron puisse à un moment songer à la démission. Et enfin sur CNews, le président des Patriotes, Florian Philippot, a de son côté appelé à la démission d'Emmanuel Macron tout en pointant son bilan et le rôle des instances européistes qui emprisonnent notre souveraineté nationale. Le général de Gaulle, lui, a su démissionner. Quand il a été désavoué par un référendum, il a su démissionner. Et Emmanuel Macron, s'il s'en va, non, je pense que tout le monde sera très heureux, on va tous sabrer le champagne, on le remplacera par quelqu'un, je l'espère, qui aimera la France, parce que c'est ça le problème avec Emmanuel Macron depuis le début, on l'a vu tout au long de sa carrière, il ne travaille pas pour les intérêts français. C'est un homme qui a bradé nos fleurons, y compris avant d'être président de la République, systématiquement aux Américains. C'est grave ce que vous dites. Oui, je l'assume totalement. Emmanuel Macron n'a jamais travaillé pour les intérêts français. Je pense qu'il ne porte pas la France au cœur. Et c'est l'homme qui a bradé tous nos fleurons aux Américains, qui s'est aligné diplomatiquement, systématiquement sur les Américains et qui a mis la France, je rappelle quand même les gilets jaunes, les personnes éborgnées. Je rappelle ce qu'il a fait du temps du Covid, nos libertés publiques saccagées. Je rappelle les 1000 milliards de dettes, je l'ai dit, et tout le reste. Et là, il veut nous embarquer vers une guerre en Ukraine. Bon, écoutez, voilà, Macron dehors, ça sera une très bonne chose pour tout le monde. Mais derrière, c'est au peuple français de reprendre le contrôle en se libérant, en quittant l'Union européenne et toutes les instances supranationales. Et il va maintenant falloir attendre 20 heures pour savoir quelle tournure va prendre cette crise et si un nouveau Premier ministre peut être nommé avant l'arrivée de Trump samedi prochain pour la réouverture de Notre-Dame. Vous avez des pronostics sur le nouveau Premier ministre ? Je verrais bien Sébastien Lecornu. En tout cas, il est plus qualifié pour ne pas être censuré. Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Louis Gaudière.